Bonjour à tous, bienvenue dans les studios du Figaro TV. Dans un instant, un témoignage exceptionnel, ou plus exactement deux, puisqu'ils sont deux à être en plateau ce matin. Les avocats de la maman d'Elias, assassiné alors qu'il sortait d'un entraînement de foot le 24 janvier dernier dans le 14e arrondissement à Paris. Témoignage et propos à suivre en début d'émission. Il veut faire de Dreyfus un général. Le député macroniste Charles Seisenstuhl signe une proposition de loi pour accorder les 2 étoiles d'officier général au capitaine réhabilité en 1906. Il a le soutien des mélenchonistes et des lepénistes, mais pas des alliés centristes du bloc central. En clair, des amis de François Bayrou. Il dénonce un coup de com'. Son point de vue dans cette émission. Histoire et enjeux politiques encore, avec une nouvelle biographie de Napoléon III, le descendant d'un de ses oncles, le prince Murat, prend la défense du fondateur du Second Empire. Selon lui, Napoléon III doit être réhabilité et même doit servir de modèle. Aujourd'hui, son plaidoyer et bien sûr son point de vue dans cette émission. Bonjour maître Johanna Ostrovka et maître Nicolas Goutz. Bonjour. Vous êtes les avocats de la maman d'Elias, attaquée le 24 janvier dernier dans le 14e arrondissement de Paris alors qu'il sortait d'un entraînement de foot et qui succomba à ses blessures le lendemain, le 25 janvier. Première question peut-être, où en est l'enquête sur la mort d'Elias aujourd'hui ? Alors, il y a une information donc, judiciaire qui a été ouverte le 24 janvier 2025. L'information est toujours en cours. Il y a un juge d'instruction qui est désigné, qui mène son enquête. Actuellement, les deux mises en examen sont incarcérées en détention dans des établissements différents et l'instruction suit son cours. Quels sont maître Nicolas Goutz, quelles sont les zones d'ombre encore qu'il faut éclaircir? Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que les parents, et en particulier la mère que vous défendez, d'Elias, attendent de l'enquête aujourd'hui? En fait, il y a deux dimensions. Il y a une première dimension qui est de déterminer la matérialité des faits de la façon la plus exacte possible, que vous ayez une vérité en fait judiciaire qui se rapproche le plus possible de la vérité. Et donc, dans ce cadre-là, déterminer le rôle de chacun, si tant est que ça puisse être fait, mais retranscrire exactement ce qui s'est passé, comment Elias a réagi, comment il s'est fait agresser. Factuellement, il faut de la précision, en fait. Ça, c'est la matérialité du dossier. On doit travailler aussi sur la personnalité de ceux qui vont être jugés et renvoyés devant une cour d'assises des mineurs. Ça, c'est le premier point. Et puis, il y a un deuxième point, en fait, sur lequel il faut qu'on travaille. C'est, parce que je nous inclus dedans, parce que c'est vraiment une problématique très importante, la responsabilité de chacun dans les dysfonctionnements, de ce qui pourrait être analysé comme des dysfonctionnements judiciaires jusqu'au passage à l'acte des mises en examen. Pourquoi sa maman a choisi de prendre la plume et de faire publier cette tribune parue dans le Figaro la semaine dernière? Alors, pour deux raisons. Concernant la date, le jour de la fête des mères, c'est un témoignage extrêmement fort. C'est un appel, c'est un cri de détresse, un cri de souffrance. Et en même temps, il n'y a aucune instrumentalisation politique qui peut être faite en raison de cette diffusion le jour de la fête des mères. Donc il y avait aussi cette volonté-là qu'il n'y ait pas de récupération derrière. La deuxième chose... Il y a un risque de récupération? Il y a eu un risque, puisque quand il y a eu il y a eu un communiqué de presse des parents au mois de février 2025, à l'issue de ce communiqué, au lieu de diffuser l'intégralité du communiqué de presse, a été retenu, les parents appellent à soutenir la proposition de loi de Gabriel Attal. Ce n'était pas l'objet principal du communiqué de presse. Vous voulez pas de projet de loi par rapport à ça aujourd'hui? Alors, j'ai pas à me prononcer sur la question politique et je me prononcerai pas aujourd'hui. Là, je suis porte-parole aujourd'hui de la voix de Stéphanie et de la maman d'Elias et je me prononcerai pas sur le point politique. La question, c'est qu'aujourd'hui, cette lettre, et c'est pour ça qu'elle l'a faite, c'est un cri d'alerte. C'est un cri, certes de souffrance, mais c'est un cri de qui s'est moqué d'Elias. Pourquoi elle emploie ce terme justement de qui s'est moqué? Qui désigne-t-elle et en quoi consiste et en quoi
consiste cette moquerie qu'elle dénonce, Nicolas Goutte? Il y a aussi plusieurs dimensions en fait. Qui s'est moqué d'Elias? Parce que la maman en fait, elle a une double démarche. Elle a la démarche personnelle. Et qui s'est moqué d'Elias, on doit être capable de déterminer avec exactitude, encore une fois, les responsabilités de chacun. Et qui s'est moqué d'Elias, en fait, tout ce processus et qui mène à ce drame, en fait, toutes ces responsabilités, tous les enjeux qu'il y a derrière, on se moque d'Elias, mais il y a une dimension qui dépasse Elias, si vous voulez. Il y a deux démarches, en fait, chez la maman. Il y a une démarche personnelle qui s'exprime avec beaucoup de pudeur, finalement, mais qui est une souffrance et à travers le symbole de la date de la fête des mères. Et puis il y a une autre dimension qui nous appartient davantage. On élève on va plus loin dans la recherche des responsabilités, dans un combat qu'on doit mener, qui est celui de cesser, parce que depuis un certain nombre, il y a trop souvent de crimes et commis par des mineurs qui sont perpétrés. Donc il y a cette double dimension personnelle et collective. Moi, je voudrais revenir justement sur un point qui a été soulevé précisément par les parents d'Elias quelques jours après la mort du jeune homme, du jeune garçon, c'est que ça a porté sur l'arme du crime présumé. Dans un premier temps, il a été dit qu'Elias a été tué avec un couteau, alors qu'ils disent que c'est une machette. Donc, est-ce que c'est le cas? Et dans un deuxième temps, pourquoi cette erreur, en tous les cas, dans la restitution des faits? Je vous remercie de poser cette question. C'est une question qui est quand même essentielle, parce que c'est quand même une question qui est revenue dès le départ. Et c'est une question qu'il faudrait poser à l'AFP, de pourquoi ne pas avoir mentionné. Alors, on l'a posé à l'AFP, mais on n'a pas eu de réponse. Mais il faut savoir que le communiqué de presse avait été transmis à l'AFP. Donc, ils étaient parfaitement informés, et c'était l'objectif, que Elias a été tué par une machette, donc par une lame de 40 cm, et une machette, Monsieur Roux, c'est ça, une machette. Est-ce que alors, c'est pas tiré du dossier, bien entendu, hein, pour des raisons de secret de l'instruction. Donc, c'est une machette de ce type. C'est une machette équivalente à ce type-là. Vous pouvez le montrer à la caméra. C'est une machette dite de type zombie. Zombie killer. Donc elle porte bien, elle porte son nom. C'est de ce type. La machette zombie killer. Donc on la met pas dans la poche, la machette en question. Moi, je voudrais bien comprendre. Est-ce que c'est une volonté de dire l'AFP s'est trompé dans ses sources, ne savait pas qu'il s'agissait d'une machette, ne savait pas qu'il s'agissait d'une hachette, parce qu'il y a aussi une hachette dans l'histoire. Ils étaient deux, l'un était armé d'une machette et l'autre était armé d'une hachette. Donc, alors, on va voir, effectivement. Type de hachette. Donc il y avait deux armes, en tous les cas, qui ont été... Il y avait deux armes. Il y en a une qui a servi à tuer. Chaque individu détenait une arme. Et une qui a servi à menacer, intimider. À l'heure actuelle, les avocats des auteurs présumés contestent ces faits ou bien reconnaissent que les armes étaient portées par les agresseurs présumés? Les faits sont reconnus. Les faits sont reconnus. Qu'espère aujourd'hui la mère d'Elias? Vous voyez, je vais rebondir sur votre dernière question. Les faits sont reconnus. Mais les faits sont reconnus, reconnaître et donner des explications satisfaisantes à la commission des faits, bien qu'il n'y en ait aucune qui sera satisfaisante sur le fond. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est donner le plus de vérité dans l'explication de votre passage à l'acte, aussi ignoble soit-il. Je pense que ça, c'est la première des choses que les parents sont en droit d'attendre de l'instruction. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'ils espèrent, et ce qu'ils attendent aujourd'hui, c'est que les auteurs présumés donnent des explications, expliquent. Avec honnêteté. Oui. Parce que c'est le moment de l'être, en fait. Donc, ce que nous tous, en fait, du côté de la maman d'Elias, du papa, de toute la grande famille, c'est ce que nous attendons, nous, en fait, c'est de l'honnêteté dans les réponses qui sont apportées, parce que c'est un minimum de ce qu'on doit à la famille. La maman d'Elias dénonce une moquerie des médias. On comprend bien que c'est concernant justement la restitution des faits sur
l'arme du crime présumé. Oui, je me permets juste de vous ajouter, il y a eu aussi la question de la remise spontanée ou pas du téléphone, c'est-à-dire qu'on a minimisé, comme on veut minimiser le fait que ça pourrait être la jungle à Paris, parce que des mineurs de 16 et 17 ans se promènent avec des hachettes et des machettes, on minimise également en disant, mais en fait, il n'avait pas remis spontanément son téléphone, sous-entendu peut-être que s'il avait remis, il n'aurait pas pris le coup. Et en l'occurrence, Elias avait remis son téléphone. Est-ce qu'on peut justement revenir sur les faits aujourd'hui, puisqu'on en est où on est l'enquête? Qu'est-ce que l'on sait de ce qui s'est passé donc, dans la soirée du 24 janvier 2025? Nicolas Goutz. C'est très compliqué de parler de ça parce que nous, on est très attachés au secret de l'instruction et la juge a pris à bras le corps le dossier. Elle a lancé pas mal d'actes directement ou via des commissions rogatoires. Ce qu'on sait, c'est ce que finalement, vous savez, c'est très ironique parce que au moment où on a dénoncé en fait la mésinformation et le risque que ça pouvait comporter, au moment où on a dénoncé cela, vous avez eu un certain nombre de diffusions de pans du dossier. Par d'autres médias secret de l'enquête. Qui ont directement porté atteinte à ce secret-là qu'on dénonce. Alors aujourd'hui, vous donnez davantage de détails. J'ai envie de vous dire, malheureusement, on a pas mal de détails déjà dans la presse. Et ce que l'on attend, on peut pas l'évoquer parce que ça serait un petit peu... on se battrait contre ce qu'on dénonce. Enfin, vous voyez, c'est Vous attendez donc la fin de l'instruction pour pouvoir et le renvoi devant une cour d'assises des mineurs pour pouvoir justement plus communiquer sur l'ensemble des faits. La vérité judiciaire. Et sur la matérialité des faits commis donc le 24 janvier dernier. Est-ce que, quand même, derrière justement ce que vous dénoncez, c'est-à-dire le fait que certains médias aient évoquer les faits, ne reconnaissez-vous pas qu'il y a quand même une volonté d'un certain nombre de médias d'évoquer factuellement et honnêtement cette tragédie? Je pense que la question est extrêmement pertinente et essentielle parce que vu que c'est un sujet qui émeut tout le monde et l'acte qui a été écrite, la lettre, la ouverte, elle est extrêmement émouvante. Donc il y a beaucoup de médias qui s'en saisissent et qui recherchent cette vérité. Donc on veut pas. Le but c'est pas de jeter l'opprobre sur les médias. Le but c'est de ne pas, encore une fois, politiser les choses et de pas créer des peurs, de pas rentrer dans de faux débats en réalité. Nous, ce qu'on veut, c'est la réalité du débat et des questionnements, pas une instrumentalisation quelle qu'elle soit en fait. Est-ce que le problème n'est pas quand même politique quelque part? Et est-ce que le problème n'est pas justement dans la gestion d'un phénomène de société qui, on l'a encore vu d'ailleurs ces dernières heures, concerne de façon plus générale la violence, et la violence de plus en plus, en tous les cas avec de moins en moins de limites, illimitées des mineurs. Si. Il y a un cri d'alerte. Maître Jonas Strovka. Il y a véritablement un cri d'alerte et une volonté de réveiller les consciences, que les Français prennent conscience, mais aussi d'attirer l'attention et la responsabilité sur les élus politiques, sur la justice, sur tous les protagonistes, sur les éducateurs, sur la protection judiciaire de la jeunesse, sur tous les éducateurs et toutes les personnes qui gravitent autour des mineurs, puisque l'objectif, c'est vraiment cette politique publique de protection des mineurs. Il est important que chacun assume ses responsabilités. À un moment donné, il faut prendre conscience, il n'y a pas de vidéosurveillance à l'entrée des stades, alors que ce sont des mineurs qui jouent. Il y a peu de présence de la police municipale, ou peut-être pas suffisante. Voilà, il y a plein de questions qui se posent. Ces faits ont été commis à Paris, dans le 14e arrondissement. Est-ce que la mère d'Elias a reçu un signe d'Anne Hidalgo? Alors, il y a eu des rencontres qui ont été organisées et qui seront organisées. Donc, la mairie de Paris s'est manifestée via également le préfet de police de Paris. Qui n'est pas la mairie de Paris. Qui n'est pas la mairie de Paris, mais en concertation, puisqu'on parle de la sécurité des mineurs. Mais c'est vrai que la famille a été extrêmement choquée des propos de la maire du 14e arrondissement de Paris, lorsqu'elle a indiqué que des mesures et des solutions étaient apportées au regard de ce qu'ils savaient
des troubles à l'ordre public autour de ce stade. Elles n'ont pas été convaincues. Est-ce que d'autres personnalités politiques se sont manifestées? Oui, il y en a eu. Comment va la mère d'Elias aujourd'hui? Mal, que je vous dise. Elle va mal, comme le père, comme les frères et sœurs. La famille a pris perpétuité. Voilà. Et Elias ne reviendra pas, ils ne le reverront pas, et la famille va mal, mais la famille est très soutenue, tant sur un plan familial qu'amical, et maintenant d'opinion publique, donc c'est important. Revenons justement sur la question de l'opinion publique, Nicolas Goutz. Depuis que la publication de la lettre de la maman d'Elias, est-ce que vous n'avez pas le sentiment quand même que ce cri a été entendu? Même le Premier ministre l'a entendu, puisqu'il a réagi mardi dernier sur BFM TV. Oui, alors... ça rejoint une de vos questions précédentes, c'est-à-dire que c'est la démonstration que c'est pas un simple fait divers, une simple illustration, mais un véritable fait social, en fait. Donc oui, il y a beaucoup de réactions qui sont humainement très riches parce qu'il y a du soutien. Après, vous évoquez la réaction du Premier ministre. Il a, me semble-t-il, à travers sa réaction, mis en avant une communication trop facile, une préhension et une appréhension de la violence trop facile parce que par le biais d'Internet ou de la circulation d'informations via Internet, il a mis en avant un pan de difficulté pour expliquer le développement de la violence chez les mineurs, mais en réalité... Ce que vous reprochez, c'est que François Bayrou minimise, enfin en tous les cas, ne voit qu'une dimension, c'est celle de la violence qui circule sur les réseaux sociaux, les images de violence qui circulent sur les réseaux sociaux et la glorification de la violence qu'on peut y voir. Exactement, c'est un prisme qui est trop restrictif. Et évidemment, il faut l'envisager. Encore une fois, c'est un fait social, en fait. C'est-à-dire qu'on a tous des responsabilités. Et ce qui est agaçant, c'est ça, c'est que vous voulez être libre, et on se bat pour la liberté. Tous nos combats sont des combats pour être davantage libre. Ensuite, l'égalité, liberté. Et finalement, votre liberté, vous pouvez plus l'exercer parce que vous avez une sécurité qui est absolument pas assurée. Et maintenant, elle vient d'où? Elle touche les jeunes et les mineurs. C'est-à-dire que finalement, votre problématique de violence, elle devient de plus en plus une difficulté sociétale parce que ça touche nos enfants, en fait, et ce qui relève d'abord de notre devoir parental, éducationnel, en fait. Et après, vous avez les institutions qui doivent être le relais des parents. Après, vous avez la justice qui doit venir appréhender en amont et sanctionner a posteriori avec fermeté quand ça le justifie. En fait, tous ces acteurs sociaux font que c'est un fait social, en fait, et c'est aussi ce que on dénonce. Vous parliez des dysfonctionnements dans cette enquête, Joanna Ostrowska. Est-ce que justement vous entendez par là, notamment, des dysfonctionnements liés à la justice et à la prise en charge des auteurs présumés avant que ces actes soient commis, puisque notamment ils n'étaient pas censés pouvoir ils avaient interdiction de se retrouver ensemble. Or, ils se sont retrouvés ensemble ce jour-là. Alors, ce sont toutes les questions qu'on se pose. Pour l'instant, on n'a pas toutes les réponses. Mais effectivement, on s'interroge comment deux mineurs qui résident à 100 mètres l'un de l'autre, qui habitent dans la même résidence, mais qui, effectivement, sur un plan postal, n'ont pas la même adresse, peuvent-ils avoir et se voir imposer une interdiction d'entrer en contact, alors qu'on sait très bien que cette interdiction d'entrer en contact n'est pas réalisable. On s'interroge également... Il aurait fallu qu'ils soient éloignés l'un de l'autre. On s'interroge également sur le fait qu'effectivement, ils étaient tout le temps en contact, qu'ils étaient suivis par des éducateurs, par un certain nombre de professionnels, et que les remontées n'aient pas été faites, ou en tout cas n'ont pas été suivies des faits. Voilà, on se pose des questions. D'autres exemples de dysfonctionnement que vous avez notés déjà ? Non, c'est toujours la même difficulté, c'est-à-dire que le dysfonctionnement, c'est que on a créé en 2021 cette dossier unique de personnalité pour faciliter le suivi du mineur et donc son appréhension en cas de réitération des faits. Concrètement, cette idée, elle est très bonne et concrètement, on n'arrive pas à la mettre en œuvre en fait. Donc d'autres difficultés, c'est toutes les difficultés qui sont liées à l'absence de suivi pratique et de moyens en fait. Vous avez des problèmes d'éducateurs, pour moi, sont essentiels. Pour moi, l'éducateur, c'est celui qui fait le terrain, donc c'est celui qui va faire passer les messages après les parents. Il n'y a pas de moyens. Donc avant de multiplier les dispositions législatives qui peuvent être satisfaisantes en théorie, faut déjà en pratique être capable de faire en sorte que les moyens économiques et financiers soient plus élevés en fait.
C'est la dernière question que je voulais vous poser, j'aimerais bien avoir votre réponse à tous les deux. Quel est le souvenir d'Elias que sa mère, Stéphanie, voudrait qu'on garde? Johanna Ostrowska. La photo de cet enfant souriant, gentil, passionné de football, qui court sur le stade, qui s'épanouit avec ses amis, qui a toujours ce petit mot pour sa maman matin et soir. Cette photo de ce petit ange, ces petites boucles blondes, et non pas cet enfant agonisant sur le trottoir. Les prochaines étapes? Les prochaines étapes, c'est espérer qu'une... Pardonnez-moi, mais c'est très difficile de répondre à votre question précédente, en fait, parce que... Justement, c'est pour ça que j'en ai posé. Je vous remercie. Il était tellement beau, en fait, et c'est cette image de vie qu'elle associe aussi à sa lettre ouverte, en fait. C'est un jeune homme qui est extrêmement beau, qui est courageux, et voilà, gardez ça en tête. Les prochaines étapes, c'est une instruction qu'on espère va avancer rapidement, efficacement. On croit sincèrement l'efficacité de la juge d'instruction qui a pris en main le dossier pour apporter des réponses et déterminer le cas échéant des responsabilités. Merci beaucoup, merci d'être venu en plateau pour justement nous en parler, malgré des difficultés effectivement liées au secret de l'instruction. Merci beaucoup, maître Johanna Ostrowska et maître Nicolas Goutz. Qui s'est moqué d'Elias? C'est le titre de la tribune de la maman du jeune homme et qui a retrouvé bien évidemment sur le site du Figaro et bien évidemment avec le visage du jeune garçon assassiné le 24 janvier dernier, qui a succombé à ses blessures le 25. Ces dates ne sont pas au hasard, puisque sa sœur était née le 23 janvier, son frère le 26, et c'est entre les deux dates, le 24 janvier, que Elias a été poignardé avec une machette, et le 25 janvier qu'il est mort. Merci beaucoup, et on va bien évidemment continuer à suivre ce dossier avec vous. Ça vous a peut-être échappé, mais Dreyfus va devenir général. C'est une proposition de loi en débat aujourd'hui à l'Assemblée. Son rapporteur est l'invité de Point de Vue et il a le soutien dans ce combat. À la fois, certains détracteurs diront de la carpe et du lapin, des Insoumis et du Rassemblement national, en particulier du député RN Thierry Tesson. Le 5 janvier 1895, dans le froid de l'hiver, s'est déroulée dans la cour de l'école militaire une incroyable cérémonie, mélange de brutalité et d'apparat, dont l'objectif était l'anéantissement d'un homme, de son honneur, de sa vie. Comment ne pas voir dans l'attitude du condamné qui affronte debout cet ordalie d'un autre temps, non pas la sidération, mais la certitude que son innocence serait reconnue, tant était forte sa foi dans la patrie qu'il avait servie d'une manière irréprochable pendant plus de 15 ans. Il est temps aujourd'hui de répondre à son attente, but de la proposition de loi que nous examinons. Oui, nous devons accorder à titre posthume le grade de général de brigade au capitaine Alfred Dreyfus. Dans un contexte de montée de l'antisémitisme, cette réparation posthume rappelle à toute la nation l'urgence de la défense de ses principes et l'importance de son unité. En élevant Alfred Dreyfus au grade de général de brigade, nous ne rendons pas seulement hommage à un homme, nous rendons aussi à la France son honneur. C'est pourquoi je vous invite, mesdames et messieurs, à adopter cette proposition de loi. Je vous remercie. Bonjour Charles Sidenstuhl. Bonjour. Vous êtes le rapporteur donc de cette proposition de loi. Le MoDem refuse de voter la loi. Ils le disent dans une tribune qui est publiée sur le site du Figaro. La mémoire d'Alfred Dreyfus ne doit pas servir à s'acheter un brevet d'honorabilité. Je n'ai pas compris cette tribune. Et elle m'a aussi profondément attristé. Parce que l'objectif de cette proposition de loi, Elle vous a surprise ou elle vous a été... Ah oui, elle m'a énormément surprise. Je pense qu'elle a surpris beaucoup de personnes. Elle m'étonne sur la forme et le fond. Et puis, elle m'attriste. Sur la forme et le fond? Oui, sur la forme, c'est-à-dire... ce timing, et puis sur le fond, je vous avoue que je ne partage pas trop les arguments, parce que il y a un fait historique qui est avéré, c'est que la carrière de Dreyfus a été brisée par une loi mal rédigée en 1906. C'est la loi qui le réintègre dans les cadres de l'armée, qui lui fait de fait perdre 5 ans de carrière, et donc les perspectives de devenir officier général, ce à quoi il devait devenir, sont empêchées. Donc on corrige cette loi de 1906 par cette loi
d'emploi. Et donc là-dessus, moi je pense qu'il faut rester au niveau de l'histoire et qu'il ne faut pas faire de politique sur un tel sujet. Alors, justement, c'est ce que reprochent les auteurs de la Tribune, c'est qu'on fait de la politique sur un sujet et qu'on doit rester justement dans l'histoire. L'un des arguments qui est avancé, ils ne remettent pas bien évidemment en cause la question de la réhabilitation de Dreyfus, mais ils remettent en cause le fait que certaines forces peuvent s'en servir pour se racheter un brevet d'honorabilité ou de respectabilité. En clair, les Insoumis et le Rassemblement national qui vous soutient. Les Insoumis qui sont qui font face depuis plusieurs semaines et plusieurs mois à une critique justement de laisser entrer l'antisémitisme dans leur rang du fait de leur soutien au milieu pro-palestinien dans le conflit à Gaza, et le Rassemblement national, eu égard d'abord aux origines quand même idéologiques de ce parti qui était pour certains anti-Dreyfusard et pour d'autres réellement antisémites. Mais je ne comprends pas ces arguments parce que ce n'est pas le sujet en réalité. Le sujet, il est de réparer une erreur historique de 119 ans, qu'a évoqué d'ailleurs un président de la République en 2006 déjà. Donc Jacques Chirac, qui l'avait dit explicitement dans son discours à l'école militaire. Donc ça fait une vingtaine d'années que ce sujet est dans l'atmosphère, qu'une ministre des Armées en 2019 avait évoqué aussi dans un discours, que d'ailleurs aussi je pense le film J'accuse, il y a quelques années, a contribué à remettre dans le débat public, et que le président de la République actuelle avait aussi évoqué en 2021 la réponse d'une question, et d'ailleurs en disant que lui ne pouvait pas agir par décret, parce que le Code de la Défense ne le permet pas, et donc que c'était aux représentants du peuple de s'en emparer. Donc moi, je ne comprends pas en fait pourquoi on ramène ce débat historique important pour la République sur le plan politique. Il faut s'élever au niveau de l'histoire et rester au niveau de l'histoire. Mais est-ce que finalement aujourd'hui vouloir réhabiliter Dreyfus, c'est pas un peu facile? Est-ce que c'était vraiment nécessaire? Est-ce que l'histoire ne s'en est pas chargée? Est-ce qu'il faut de la politique pour rétablir l'histoire? C'est une question très, très importante que vous posez. Sur le plan judiciaire, Dreyfus a été innocenté, réhabilité par la Cour de cassation le 12 juillet 1906. Ce débat est clos et d'ailleurs, on ne souhaite absolument pas le rouvrir. Sur le plan de l'histoire, de nombreux chercheurs ont d'ailleurs maintenant étayé comment avait fonctionné cette conspiration, cette machination, et on sait à peu près tout maintenant de l'affaire. On le sait même dès la fin du XIXe siècle, grâce au Figaro et grâce à l'éditorial que signe Émile Zola dans J'accuse. Bien sûr, le Figaro a joué un rôle important, et puis c'est aussi le moment de la naissance de ce qu'on appelle maintenant les intellectuels. Il y a des parlementaires, des avocats, et puis il y a aussi des militaires à l'époque. Il faut le rappeler, l'armée était clivée là-dessus. Il y a aussi des militaires qui ont aidé et cru en l'innocence de Dreyfus, bien sûr. Et puis après arrive le fameux Picard, qui va être la pièce maîtresse, qui va découvrir la conspiration contre Dreyfus. Mais ce que je veux rappeler, c'est que l'histoire a aussi montré... et moi j'ai lu par exemple les derniers jours beaucoup les écrits d'Alfred Dreyfus de 1906, 1907 et ultérieurs, qu'il y avait cette erreur qui avait été faite dans la loi de 1906 où on lui en gros de fait supprime 5 ans, et il le vit extrêmement mal, il le vit comme une injustice, et c'est ça qui arrête définitivement sa carrière. Donc ça aussi on le sait. Il rejoint de nouveau les rangs de l'armée pendant la guerre de 14. Bien sûr. Et il sortira d'ailleurs de l'armée en 1918 avec le grade de lieutenant-colonel. De réserve. De réserve, mais vous faites bien de rappeler ce point parce que vous savez qu'il y a un certain nombre de personnes malveillantes qui par le passé ont aussi voulu dépeindre très négativement Dreyfus. Or Dreyfus est quand même l'homme qui a vécu cette conspiration terrible, qui certes quitte l'armée en 1907 parce qu'il voit que sa carrière est bloquée, mais dans les premiers jours du mois d'août 1914, il se réengage parce qu'il est resté réserviste et qu'il est resté très attaché à l'armée. À la fin de la guerre, d'ailleurs, là aussi, encore un peu tardivement, il est promu lieutenant-colonel de réserve, mais en réalité c'est un pis-aller parce que l'erreur de 1906 n'a pas été corrigée. En 1906, s'il est réintégré au grade auquel il avait droit, comme l'a dit Jacques Chirac, chef des armées en 2006, sa carrière se serait poursuivie de façon quasi certaine jusqu'au généralat. Mais justement, est-ce que jouer avec les grades, ce n'est pas un peu déconsidérer le métier militaire qui a un savoir-faire éprouvé dans la science de l'avancement et de l'avancement au mérite? En clair,
si l'état-major aujourd'hui ne l'a pas fait, c'est peut-être qu'il a estimé que ce n'était pas nécessaire. Si l'état-major, enfin plutôt le pouvoir politique, parce qu'en cas du généralat, ce sont des décisions politiques, ne l'a pas fait, c'est parce que le droit ne le permet pas. Hein, et ça, on a fait une expertise juridique, et donc le ministère des Armées a raison quand il dit que lui, il ne peut plus le faire, et c'est donc bien pour ça qu'il faut passer par voie législative. J'insiste sur le fait que cette loi, elle est individuelle et singulière, c'est un cas individuel et singulier qui n'ouvre aucun précédent, parce que depuis le début, depuis la loi de 1906, on est dans le cas d'une loi qui est individuelle et singulière, donc qui est complètement circonscrit à Alfred Dreyfus. Et donc cette réparation n'a pas été faite depuis 119 ans, et je pense qu'il est important pour la République de le faire, eu égard à ce que représente Dreyfus dans la construction de la République en France. Je reviens à une question initiale, Charles Cizenstoul. L'un des objectifs aujourd'hui de cette loi, en tous les cas, je ne parle pas des propos du rapporteur, mais notamment de Gabriel Attal, qui est le président de votre groupe, qui a présenté formellement cette loi, tout à fait, c'est de combattre contre les regains de l'antisémitisme. Je reviens à ce que disent les députés modernes. Est-ce que vous n'allez pas parvenir à l'inverse de l'effet escompté, en permettant justement, en donnant un argument notamment peut-être du côté insoumis, quand on leur dit il y a de la résurgence de l'antisémitisme, ils diront bah non, nous on a voté pour la réhabilitation de Dreyfus, on ne peut pas être accusé d'être antisémitisme. Est-ce que vous n'arrivez pas à arriver justement à l'inverse de l'effet escompté? Non, moi je ne pense pas, et je pense que chacun et nos citoyens font la part des choses et décryptent les positions. Encore une fois, ce qui est le plus important dans cette proposition de loi déposée par Gabriel Attal et qu'il m'a demandé de rapporter, c'est d'abord de réparer cette erreur. Et réparer cette erreur est important sur le plan historique, est important sur le plan aussi de la justice à rendre à Dreyfus, et elle est importante aussi pour la République, parce que une République démocratique doit montrer qu'elle est capable de se corriger quand elle a fait une erreur. Et c'est aussi important, vous l'avez mentionné, parce que nous vivons une période où les ferments de l'affaire reviennent un peu, quoi, hein. La xénophobie, la haine, l'antisémitisme, le complotisme. Et donc, ouais, on rappelle aussi qu'une république doit rester vigilante. Voilà. Dernière question peut-être sur ce sujet-là. L'un des points de cristallisation de cette affaire, de l'affaire Dreyfus, c'est qu'il y avait les faits, et effectivement un certain nombre d'historiens, de journalistes, de militaires, à l'époque des faits, de politiques, réhabilitent tout de suite Dreyfus et dénoncent justement la machination qu'il y a dans cette affaire, et notamment on a cité le cas du Figaro. Mais l'un des problèmes, l'une des dimensions de l'affaire et qui a été de cette crise, ça a été justement la politisation. Est-ce que justement de remettre ce dossier, cette affaire sur le tapis aujourd'hui à l'Assemblée nationale, ce n'est pas renouer avec les démons de cette affaire qui ont été notamment la politisation de cette affaire? Oui, encore une fois, je ne le crois pas. En fait, il n'y a que le Parlement qui peut régler la question du grade. Donc, que cette institution se saisisse enfin, prenne enfin ses responsabilités. Nous avons un alignement de planète maintenant pour le faire. Moi, je trouve que c'est plutôt vertueux. 119 ans que nous avons attendu. Je pense qu'il n'est pas trop tard, quoi. On va continuer donc de suivre ça, ce vote. Peut-être avant de se quitter, quelques questions d'actualité avec vous, Julien Cizenstoul. Une question d'abord, après ce qu'on a vu ce week-end et encore la nuit dernière, entre Retailleau et les Insoumis, qui organise le chaos dans les rues après la victoire du PSG? Je pense que ce sont les délinquants, les voyous qui organisent le chaos dans la rue, voilà. Et moi je pense que comme grande majorité des Français, je suis à la fois très 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 heureux de cette victoire spectaculaire du Paris Saint-Germain, et puis choqué par les débordements et les violences. Et il faut bien sûr les condamner, les violences. Le dispositif de sécurité était à la hauteur, selon vous? Je pense que le ministère de l'Intérieur a anticipé et a fait au mieux. Ça, j'ai confiance dans nos policiers et nos gendarmes. Vous représenterez-vous, lors des prochaines élections, sous les couleurs du macronisme?
Emmanuel Macron ne pourra plus se représenter aux prochaines élections présidentielles. Moi, j'ai rejoint ce mouvement-là venant de la droite en 2017. Et Est-ce que vous y je suis fier. après le départ d'Emmanuel Macron de l'Élysée? Alors là, il est encore trop tôt pour répondre. Les élections législatives, pour le moment, sont prévues en 2029, donc c'est dans longtemps. Moi, je suis très fier, en tout cas, d'avoir participé à ce mouvement-là depuis 2017. Plus de 80% des Français considèrent que le macronisme est un échec. Un sondage Odoxa, Backbone Consulting pour le Figaro paru la semaine dernière. Et parmi eux, 63% de ces électeurs, vous êtes fiers, mais est-ce que vous ne vous sentez pas quand même de plus en plus en minorité? Écoutez, je pense que c'est le jeu de tous les mandats présidentiels. Il y a un moment l'effet du temps qui joue. Et puis il y aura ensuite l'effet du temps après qui permettra aussi de voir ce qui a été important dans la décennie, ce qui aura été important dans la décennie Macron. Moi, je retiens au moins deux choses qui pour moi sont structurantes. C'est le combat pour une Europe plus forte, une Europe puissante. Et ça vraiment... Vous croyez qu'on y est arrivé ? Je pense, oui. Je pense vraiment que nous avons progressé. Comme toujours, la construction européenne, elle se fait pas à pas, elle accélère avec les crises. Mais honnêtement, l'Europe, aujourd'hui, est en réalité un pôle de stabilité dans le monde. Moi, c'est ça qui... moi, je suis frappé par ça. C'est-à-dire que les États-Unis sont en réalité aujourd'hui un facteur d'instabilité, que, bien sûr, d'autres régions comme le Moyen-Orient et même l'Asie sont aussi un facteur d'instabilité. Le pôle de stabilité, aujourd'hui, c'est l'Europe. Et puis, il y a le combat aussi pour l'attractivité de l'économie française, qui, pour moi, là aussi, a été un tournant dans la vie politique française. Est-ce que vous réjouissez d'ailleurs en termes d'attractivité et en tous les cas pour l'économie française de la fin des ZFE? Je suis très 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 favorable à la suppression des ZFE. Voilà, je pense que les ZFE sont un outil de clivage, de ségrégation territoriale, et puis ensuite une très grande hypocrisie. Vous savez, chez moi en Alsace, il y a une ZFE à Strasbourg. Où on est attaché aux questions environnementales historiquement. Hein. Oui, mais les ZFE, il y a aussi beaucoup d'hypocrisie. C'est-à-dire que moi, je le vois dans le cas de l'Alsace, il y a une ZFE qui a été créée à Strasbourg. Moi, je suis député en dehors de cette ZFE. Un jour, j'ai appris qu'en fait, on appelait ça une ZFE pédagogique. Donc en fait, ça veut dire on fait croire aux gens qu'il y a des contrôles alors qu'on contrôle rien. Voilà, des mesures qui en réalité ne sont que de la communication, qui sont un peu hypocrites. Je pense qu'il vaut mieux les supprimer. Que vous a inspiré le vote à plus de 300, dont 64 députés de votre groupe, plus de 300 voix, dont 64 députés de votre groupe, en faveur de la loi instituant l'euthanasie et le suicide assisté? Je suis un opposant à ce texte. Je l'ai dit d'ailleurs de façon très claire. Moi, j'ai été présent sur la quasi-totalité du mandat. J'ai pris une position différente de la majorité de mon groupe. On avait certes une liberté de vote qui nous a été laissée par Gabriel Attal. Moi, je suis très clairement contre ce texte sur l'euthanasie et le suicide assisté. C'est pas ma conception de la vie, c'est pas ma conception de la société, c'est pas ma conception de la solidarité en France. Les débats ont-ils été aussi apaisés qu'il est bon temps de le dire? Je pense en réalité moins que certains ont voulu le dire ou l'écrire. J'ai été frappé dans ces débats par le fait que les promoteurs de ce texte ont esquivé beaucoup de questions. Nous avons été plusieurs députés du centre ou de la droite, parfois même aussi certains députés de gauche, en fait, à poser des questions très précises au gouvernement ou aux rapporteurs, et on n'avait jamais de réponse. Moi, ce texte, pour moi, en réalité, a des critères qui sont extrêmement souples, et en réalité... Souple ou flou? Les deux. C'est-à-dire certains flous, certains souples. Je pense notamment aux fameux critères de la phase avancée, dont la Haute Autorité de Santé a en réalité dit qu'il n'y avait aucun consensus scientifique. Et pour moi, en réalité, cette loi, c'est une loi qui va accélérer l'isolement d'un certain nombre de personnes en difficulté et qui va faire peser sur les médecins des décisions d'une responsabilité terrible et qu'ils ne veulent pas prendre en réalité. Allez-vous continuer à dire votre position ? Bien sûr, bien sûr. Alors pour le moment, le texte va aller au Sénat et puis après, il reviendra dans quelques mois à l'Assemblée nationale, et moi je continuerai à me battre contre ce texte. Merci Charles Cézanne-Stoul de votre présence et de vos réponses franches. On va suivre pour l'instant votre combat pour la réhabilitation définitive d'Alfred Dreyfus. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez de l'admiration pour Napoléon III ? Alors,
je vais vous dire pas vraiment. Et en tant qu'Alsacien, vous savez que c'est la fameuse débâcle de Sedan en fait qui amène à la perte de l'Alsace-Lorraine. Merci beaucoup. Vous allez m'offrir justement une excellente transition parce que un auteur justement essaye de revenir sur cette thèse et c'est pas n'importe qui, c'est le descendant du prince Murat, était l'un des neveux Murat était allié avec Napoléon Bonaparte et pour eux la réponse ne fait aucun doute, il faut réhabiliter Napoléon III, notamment sur cette question d'Alsace-Moselle et le prince Murat rejoint sa pierre à un nouveau courant d'historiens qui veulent réhabiliter celui que Victor Hugo surnommait Napoléon le Petit. Le terme de réhabilitation, cela signifie que l'on casse une condamnation, que l'on révoque une condamnation et dans le cas de Napoléon III, la condamnation a été portée, a été fortement portée. C'est la légende noire, c'est cet homme qui a été décrit comme un croque-mitaine, qui a comme ennemi tout de même des gens du génie de Victor Hugo, d'Émile Zola, de Karl Marx. Et donc, qui ont écrit sur lui, effectivement. Qui ont écrit notamment Victor Hugo. La vision que nous avons en France de Napoléon III, en grande partie issue de la légende que Victor Hugo a forgée. Et donc, cet homme a vraiment été traîné dans la boue. Il y a vraiment une injustice mémorielle vis-à-vis de lui. Il a totalement disparu d'ailleurs de notre mémoire. Et je pense qu'il faut le réhabiliter, c'est-à-dire démontrer rigoureusement que la légende noire est absolument inopérante et que cet homme a été un grand chef d'État, même si, comme je viens de l'entendre, il n'avait pas que des qualités et quelques défauts. Somme toute, c'était un homme. Bonjour Joachim Murat. Quelques défauts. On vient de l'entendre, hein, Charles Cisenstuhl, député alsacien, député du Bas-Rhin, reproche à Napoléon III la défaite de Sedan. Vous dites que ce n'est pas l'Empire qui cède l'Alsace et la Moselle à l'Allemagne, mais la République. Mais si la Troisième République l'a fait, c'est bien à cause de la défaite de l'Empire et de la capitulation de Sedan. C'est absolument indiscutable. Merci beaucoup de me recevoir. Donc ça, c'est tout à fait vrai. C'est absolument exact. En revanche, c'est vrai qu'on minimise complètement l'héritage de Napoléon III et tout ce qu'il a apporté à la France en l'invisibilisant derrière le coup d'État sanglant et la défaite de Sedan. On résume Napoléon III à ces deux épisodes. C'est le début et la fin. C'est le début et la fin. C'est le début et la fin. Napoléon III. Ça finit mal. Ça commence pas très bien, ça finit plutôt mal. Ça finit mal. Bon. Pourquoi encore une biographie de Napoléon III ? Alors, celle-ci en particulier, pas spécifiquement une biographie, c'est un travail de réhabilitation qui s'inscrit dans la logique de réhabilitation depuis une trentaine d'années. Vous n'êtes plus dans l'histoire, vous êtes dans le mémoriel. Alors, on est plus dans le rappel. C'est-à-dire qu'en fait, l'objectif de ce livre, c'est de démontrer que Napoléon III est d'une brûlante actualité. Parce que Napoléon III est comparé dans ce livre à Charles de Gaulle et à sa politique, et à Emmanuel Macron et à sa politique. Donc c'est plus un essai historico-politique qu'une biographie stricto sensu. Donc bien sûr, on rappelle tout ce que la France doit à Napoléon III en termes de développement, mais... et on va revenir justement sur les comparaisons faites avec De Gaulle et Emmanuel Macron. Vous dites qu'il est l'un des princes l'un des plus ou le plus détesté de notre histoire. Il l'est encore plus que l'Ancien Régime et que le maréchal Pétain ? Alors en fait, la Troisième République, avant 45, disons que l'historiographie de la Troisième République, avant le malheureux épisode de l'État français du maréchal Pétain, n'avait pas peur de Napoléon Ier, parce que ça ne sert à rien d'avoir peur de Napoléon Ier, avait peur en revanche très peur de Napoléon III. Et donc il a fallu vraiment abîmer et faire oublier l'héritage de Napoléon III, parce que Napoléon III est arrivé au pouvoir par les voies naturelles, donc par le suffrage universel, masculin certes, mais 6 millions de votants. C'était la première fois. Il est élu en 1850 voilà. Et il profite d'ailleurs d'un atout considérable pour sa candidature, c'est qu'il s'appelle Bonaparte. Il s'appelle Bonaparte. Tous les Français savent ce qui est Bonaparte. Et alors pour le coup, on peut jouer la carte de l'héritage et du nom qui rappelle dans le cas de Bonaparte, le nom est tellement glorieux que oui, c'est un programme à lui tout seul. Ça c'est vrai. Vous dites que justement, il soumet à référendum, et il a soumis à référendum son coup d'État en 1852, qui fait des morts quand même. Hein. Oui, 600 morts. Oui. N'est-ce pas à cause de lui qu'on rechigne en République maintenant à faire des référendums? Alors en fait, la République a toujours rechigné à faire des référendums, puisque la République, tout l'épisode entre Napoléon III et le général de Gaulle est une République que je qualifierais d'orléaniste, c'est-à-dire qui se réfugie dans la représentation parlementaire pour éviter de discuter directement avec le peuple. Donc on se méfie du peuple. D'ailleurs, la République va mettre beaucoup de temps avant que le suffrage universel ne soit appliqué aux femmes. Ça va être très
très long, alors que Napoléon III, lui, souhaitait donner le droit de vote aux femmes en 1870. La République, elle se méfie du peuple. C'est très orléaniste, c'est cette espèce de... Et on est à nouveau dans une République orléaniste. On n'est pas du tout dans une République gaulo-bonapartiste en ce moment. La République, quand elle est gaulo-bonapartiste, elle fait appel au peuple régulièrement, c'est même le principe de l'appel au peuple, par référendum. C'est ce que fait Napoléon III, c'est ce que fera Charles de Gaulle. Et on va en parler de Victor Hugo. Ouais. Et ce qu'il y a d'amusant à voir, c'est un petit peu l'objet de ce livre, c'est de voir que cette méthode de travail qui est très similaire entre celle de Charles de Gaulle et celle de Napoléon III, c'est-à-dire un État fort qui maintient l'ordre sur l'ensemble du territoire et qui régulièrement recristallise la volonté nationale autour d'un destin collectif par le vote au suffrage universel sur des questions fondamentales. C'est comme ça qu'on amène et qu'on dynamise une population à se sentir unie et aller vers un projet commun. Et ben c'est ces deux périodes-là qui ont été les plus prospères de l'histoire de France. La France de Napoléon III et la France du général de Gaulle. Donc il y a peut-être des leçons à en tirer. On va peut-être y revenir, mais je reviens à la défaite de Sedan. Est-ce que c'est pas quand même le régime des défaites militaires et avant Sedan, on a eu le Mexique, notamment. Alors, à l'international, il y a l'international de Napoléon III est souvent critiqué. Ça fait partie aussi de cet héritage d'historiographie de légende noire. Effectivement, il y a le Mexique est un épisode absolument terrible. Très rapidement, donc la France, l'Espagne et l'Angleterre décident de récupérer une dette colossale que doit le Mexique, notamment à la France et l'Espagne et à l'Angleterre, et en profitent pour vouloir établir un prince de Habsbourg voilà, Maximilien de Habsbourg, pour créer en fait un empire du Mexique. Alors l'idée c'est quoi ? L'idée de Napoléon III, et Napoléon III là-dessus est visionnaire, il voit l'empire américain, l'État américain commencer à devenir de plus en plus important, il dit attention de l'autre côté de l'Atlantique, il y a ces États-Unis d'Amérique qui deviennent colossaux, qui vont faire pendant à l'Europe, qui vont faire pendant à nous, puissance européenne, il faut qu'il y ait aux États-Unis un contrepoids à ce gigantesque empire américain. Il ne faut pas qu'ils prennent la totalité. Donc il faut qu'en Amérique du Sud, on instaure un empire catholique face à cet empire protestant. Et c'était ça l'idée de Napoléon III. L'idée est bonne. Malheureusement, ça va lamentablement échouer, puisque les Anglais et les Espagnols, une fois qu'ils ont récupéré leur argent, s'en vont. Les troupes napoléoniennes se retrouvent seules au Mexique de façon assez impréparée. Alors il y a l'épisode glorieux de Cameron qui est fondateur pour la Légion étrangère. Mais qui est une défaite. Mais qui est une défaite splendide. Vous savez, les Français aiment les belles défaites. C'est très Cyrano de Bergerac. Et mais malheureusement, je sens que vous avez quand même du sang Bonaparte encore pour critiquer les défaites militaires. Les Bonaparte, on aime les batailles, mais quand elles sont victorieuses. Comment on parlait de Napoléon III chez les Murat, justement ? Bien, toujours bien, parce que Napoléon III n'a pas été très sympathique avec les Murat à l'époque, puisque la particularité de ce livre, c'est qu'il est écrit par deux personnes qui ont un lien direct et charnel avec l'époque. Alors moi, bien sûr, puisque Napoléon III est mon arrière-grand-oncle, il était le neveu de Murat. Et que j'ai un arrière-arrière-grand-père et un arrière-grand-père, l'un était sénateur, le prince Lucien Murat, et il a aidé Napoléon III dans sa campagne électorale, il était président de l'appel au peuple, le parti bonapartiste, etc. Donc il a été un soutien très fort de Napoléon III. Napoléon III, dans sa politique d'unité italienne, souhaitait d'abord remettre le prince Lucien Murat roi de Naples, pour ensuite faire une unité italienne avec Naples comme capitale et pas Rome à l'époque. Bon, ça n'a pas fonctionné comme ça. Et le fils... Après, il a défendu les États pontificaux. Ça n'a pas marché. Non plus, oui. Mais néanmoins, il est indiscutable que Napoléon III est à l'origine de l'unité italienne. C'est indiscutable. Les Italiens le reconnaissent, même s'ils ont une vision très mesurée de Napoléon III, du fait qu'il a défendu les États pontificaux et qu'il a retardé cette unité italienne. Mais donc, alors d'un côté, Lucien Murat, de l'autre, Joachim, son fils, qui est général des guides de la garde, qui était au Mexique, qui a fait toutes les campagnes militaires. Donc moi, j'ai ce lien charnel avec Napoléon III. Et Olivier Pastré, mon co-auteur, qui est à l'origine de ce livre, qui est un économiste éminent, le professeur Pastré, lui est le descendant de la famille Pastré, qui a fondé la Société Marseillaise de Crédit, qui a été un des principaux financeurs du canal de Suez. Donc c'est un livre qui est très habité, si vous voulez, qui est très... Effectivement, où on parle beaucoup de finance et d'industrie. Beaucoup. Justement, que doit l'industrie à Napoléon III ? À peu près tout. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe ? Il se passe une chose très simple. C'est le principe vraiment de Napoléon Ier et de Napoléon III. C'est-à-dire, il y a une vraie continuité là-dedans. C'est qu'ils comprennent et ils anticipent vers quel type de progrès va leur époque. Alors Napoléon Ier comprend qu'on va vers un progrès de démocratisation, de volonté populaire. Il comprend ça, il essaie de l'accompagner, il va faire le code civil qui va donner l'égale égalité de tous devant la loi. Donc ça, c'est un projet d'émancipation absolument génial et c'est hérité de Napoléon Ier. Napoléon III, lui, moins favorable aux femmes. Alors,
C'est une époque où, si, rappelez-vous que dans le Code civil, les femmes ont la même part d'héritage que les hommes. C'est le seul cas au monde. Hein. Il y a encore beaucoup de pays dans le monde aujourd'hui, sans les citer parce que ça devient trop polémique, où les femmes n'ont tout simplement pas le droit à l'héritage et c'est réservé aux hommes. En France, dès 1804, les femmes ont la même part d'héritage que les hommes, contrairement à l'Allemagne, contrairement à plein d'endroits. Donc et la femme, évidemment, est majeure quand elle est veuve. Enfin bref, quoique Napoléon III, vous sortez la mesure féministe du code Napoléon, mais qui était quand même par rapport même à ce qu'était le statut de la femme sous l'Ancien Régime. Sous l'Ancien Régime, il était bon le statut de la femme. On a beaucoup exagéré. Il a été meilleur que même sous la Révolution. Il était pas on a dit que justement il y avait une régression. Et que dans le code civil, il a fallu prendre justement la misogynie de la Révolution. Absolument. Alors, heureusement, Napoléon III met fin à cette régression du statut de la femme, puisque lui va ouvrir l'instruction publique à toutes les femmes, notamment son épouse, l'impératrice Eugénie, va faire énormément pour l'instruction publique et pour l'éducation des jeunes filles et la protection des femmes. Donc, la Fondation Eugène Napoléon, toutes ces choses-là, elles existent encore, elles sont absolument formidables. Mais pour répondre à votre question, Napoléon III et l'industrie, donc lui, Napoléon III, jeune, il voit les désastres de cette industrie qui est un Saturne qui dévore ses enfants, il le voit en Angleterre, il le voit en France. Parce que la révolution industrielle, c'est pas Napoléon III qui la fabrique avec ses mains agiles. Elle est là, la machine à vapeur existe, elle se développe en Angleterre, elle se développe en France au Louis-Philippe. Depuis la fin du XVIIIe siècle. Exactement. Mais en revanche, ce qui se passe, c'est qu'aucun de ces gouvernements n'accompagne les changements sociétaux majeurs que ça implique. Notamment, il y a une dépopulation des campagnes exode rural et travail des enfants. Et exactement. Donc toutes ces heures. Qu'est-ce que voit Napoléon III? Il voit que tout ça crée énormément de désordres sociaux, des révolutions à répétition et beaucoup de morts. Or lui, il a une obsession, l'ordre. Pour la prospérité, il faut qu'il y ait de l'ordre. Sinon, c'est pas possible. Donc, c'est comme d'une brûlante actualité. Donc, on nous parle de relancer l'industrialisation, mais il serait peut-être temps, surtout, de rétablir l'ordre dans ce pays. Et avant de commencer la moindre démarche de l'industrialisation. Ce que fait Napoléon III, c'est qu'il rétablit l'ordre et il va accompagner cette industrialisation en protégeant socialement tous les progrès sociaux que connaît la France aujourd'hui sont nés de Napoléon III, tous sans exception. Le dimanche non travaillé, c'est Napoléon III. Enfin, c'est quand même extraordinaire. Les caisses de retraite, c'est Napoléon III. Les caisses de mutualité, c'est Napoléon III. Les débuts de la sécurité sociale, c'est Napoléon III. L'aide à l'assistance juridique et médicale gratuite pour les plus pauvres, c'est Napoléon III. Ça n'est pas la République. Il n'est pas le seul, parce qu'il y a les catholiques sociaux, notamment en Allemagne, qui faisaient la politique sociale de Bismarck. Napoléon III ne revendique pas l'exclusivité de ses idées. Alors, Bismarck, vous avez raison, va s'inspirer beaucoup de Napoléon III, d'ailleurs. Parce qu'il se rend compte que ça marche très bien. Bismarck est un homme politique brillantissime. Et ce qu'il y a de drôle, c'est que ça va jouer un jeu de bière à trois bandes ensuite avec Charles de Gaulle. Parce que Charles de Gaulle va expliquer qu'il s'est inspiré de la constitution faite par Bismarck pour faire la constitution de la 5e, parce qu'il ne peut pas dire qu'il s'est inspiré de Napoléon III, puisqu'on reproche à Charles de Gaulle, justement, le coup d'État permanent, l'appel au référendum, le césarisme plébiscitaire, etc. En quoi vous voyez un lien entre Napoléon III et Emmanuel Macron ? Alors non, le lien, la comparaison tient au jeu du en même temps et du ruissellement. Le ruissellement, c'est une évidence, c'est une invention napoléonienne de Napoléon III. C'est l'idée que la prospérité doit profiter à tous et pas seulement à une clique ou à une plutocratie, parce que ça crée du désordre, ça crée du ressentiment et de la haine, et ça amène les gens dans la rue. Donc il faut qu'il y ait du ruissellement. Donc le ruissellement, c'est Napoléon III qui pense le premier, justement, en créant les infrastructures et des restaurants ouvriers, des choses comme ça. Donc ça, c'est le ruissellement à Napoléon III. Ce qu'Emmanuel Macron appellera le ruissellement. En fait, c'est de la redistribution. Ensuite, il y a le en même temps. Chez Napoléon III, le en même temps, ça fonctionne très bien. Dans le cas du macronisme, il faut voir un petit peu ce que ça va donner. Et dans le cas de la répression aussi, ça joue quand même. Alors, dans le cas de la répression, oui, c'est vrai, vous avez raison. Par rapport, si on fait un parallèle avec ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, oui, c'est une bonne remarque. Effectivement, là, il a été plutôt assez autoritaire, le président Macron. Oui. Et pas très social. Non, pas très social. À l'inverse de Napoléon III, qui est obsédé par la question sociale. Vous dénoncez, ce sera ma dernière question, une forge à fake news concernant Napoléon III. Est-ce que le coupable ne s'appelle pas Victor Hugo ? Victor Hugo. Le merveilleux Victor Hugo, ce génie que le monde nous envie. C'est une antiphrase dans votre bouche, je pense. Un petit peu. Non, c'est un homme d'un talent, enfin, c'est totalement implacable, indiscutable en termes d'écriture, mais c'est surtout un égo gigantesque qui a été horriblement blessé par Napoléon III, puisque Napoléon III devient président très largement avec le soutien de Victor Hugo, et Napoléon III, devenant président de la République, ne nommera pas Victor Hugo ministre de l'Instruction publique. Est-ce que ça a été une erreur politique ? Alors en fait, il n'y avait pas le choix, puisque Napoléon III
III devenant président de la République, a très peu de pouvoir. À l'époque, la Constitution donne très peu de pouvoir au président de la République. C'est pour ça que d'ailleurs il va faire un coup d'État, c'est pour pouvoir avoir des pouvoirs, parce qu'il n'arrive pas, il ne les a pas comme président de la République. Et les chambres sont tout à fait opposées à ce que Hugo soit membre du gouvernement. Alors, est-ce que c'est une erreur politique? Certainement pas. C'est une erreur de postérité, parce que quand votre postérité est abîmée par Victor Hugo, alors là, vous êtes vraiment embêté. Mais politiquement, s'il avait eu Victor Hugo dans son gouvernement, je pense que ça aurait été ingérable. Merci beaucoup, Joachim Murat. Napoléon III, l'incompris, c'est passionnant, c'est à lire. Et c'est aux éditions Odile Jacob. C'est vraiment très très intéressant. Merci beaucoup. Point de vue, c'est fini. On se retrouve demain, même heure, même endroit, avec Anne-Emmanuel Isaac.